Bienvenue sur les numériques pour un nouveau numéro de Jeudi Pro. On va parler aujourd'hui de smartphones et plus précisément des smartphones de Vivo avec Jean-Philippe Ladoux, vice-président France de Vivo. Bonjour messieurs. Bonjour Marco. Bonjour. Alors chez les numériques, pour commencer, nos testeurs ont encore un peu de mal à vous situer. Ça fait un an que vous êtes en France, notamment par rapport à votre concurrence Oppo, Realme, OnePlus, dont on pense aussi souvent que vous faites partie du même groupe BBK. Alors est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer comment est constitué ce groupe? Est-ce que vous y appartenez encore aujourd'hui? Et ensuite, deuxième question, nous dire un peu quel est le public cible de Vivo aujourd'hui. Ok. Alors du coup, c'est vrai qu'on vient initialement du groupe BBK en fait. Pour reprendre la genèse, le groupe BBK, c'est un groupe qui a été fondé en 1995 et il y avait 3 business units dans ce groupe. Il y avait BBK Communication, BBK Audio-Vidéo et BBK Éducation Electronics. Et en 2001, ces 3 business units se sont scindés, sont devenus des entreprises indépendantes. Donc du coup, BBK Communication est devenu Vivo, BBK Audio-Vidéo est devenu Oppo, et BBK Éducation Electronics, aujourd'hui, a gardé son nom. D'accord, donc aujourd'hui, il n'y a plus Alors aucune après, si synergie, on fait aujourd'hui le constat, c'est qu'on est des entreprises totalement indépendantes. Aujourd'hui, Vivo est une entreprise indépendante qui dispose de ses propres usines, qui dispose de ses propres centres de R&D. Donc on a 5 usines dans le monde, on a 10 centres de R&D. Et voilà, on n'a aucun lien opérationnel avec les autres entreprises que vous avez citées. D'accord. Pour vous donner un exemple, si on prend une technologie par exemple de fast charge Vivo, vous verrez que ça ne fonctionne pas par exemple avec un produit Oppo. D'accord. Et du coup, le public cible de Vivo aujourd'hui, c'est qui en gros? Alors le public cible de Vivo, en cible de communication, on va plutôt s'adresser aux jeunes. Hein. On a une vraie identité, on a une marque qui est ancrée sur la pop culture. Donc c'est vraiment la pop culture, comme le football, je pense qu'on aura l'occasion d'y reparler. Ouais. Hein. On est partenaire de l'Euro, on est partenaire de la Coupe du Monde l'année prochaine, de l'Euro 2024 encore. Donc c'est vrai qu'on est plutôt sur les jeunes en termes de cible de communication. Après, on propose une gamme de produits très large, qui va de 150 € à 800 €. Donc on souhaite vraiment pouvoir s'adresser à tous les publics. Ouais. Vous l'avez dit, vous êtes une marque jeune sur le marché français et ce qui vous manque très clairement, c'est de la notoriété, c'est une notoriété de marque. Comment est-ce que vous vous positionnez quels sont vos objectifs justement par rapport à pour gagner en notoriété? Et bon, vous, si vous avez la chance de vous appeler Vivo, contrairement à vos petits camarades qui avaient des noms imprononçables, donc ça c'est un avantage par rapport à eux, mais justement comment combler ce handicap par rapport à des marques qui ont finalement réussi à s'imposer sur la durée? Alors on a lancé il y a 1 an, donc la marque Vivo en Europe maintenant et en France. Et c'est vrai que vous l'avez dit, aujourd'hui, ce qui nous manquait, c'était la notoriété. Donc on met le paquet. Alors on a la chance d'avoir une marque Vivo qui sonne européenne. Hein, Vivo Perlay, Viva la Vida, etc. Et c'est vrai que c'est assez générateur d'émotions positives. C'est très facilement identifiable et ça reste en mémoire. Donc ça c'est un fait clair. On avait comme objectif, en termes de taux de notoriété, d'atteindre sur la fin d'année 30%. Ce qui a été challenging hein, pour une nouvelle marque, notamment dans un contexte assez particulier, il faut bien le dire. Et en l'occurrence, donc on a été partenaire de l'Euro cette année. Il y a une étude Nielsen qui est sortie là, il y a quelques jours et qui nous place à un taux de notoriété de 25%. D'accord, donc vous êtes proche des 30%. Donc on est proche de notre objectif. Il nous reste quelques semaines pour l'atteindre, mais comme on va multiplier nos communications, nos activités marketing, et puis bien sûr, on va se renforcer hein, nos positions dans les magasins, etc. Voilà, on a tout à fait bon espoir d'atteindre cet objectif de 30% de notoriété. C'est un Français sur 4 qui nous connaît. Encore une fois, pour une année, en un an, c'est une belle performance. Votre stratégie marketing a l'air d'avoir un peu marché en tout cas, parce que vous êtes le 4e fabricant mondial aujourd'hui selon Canalys. Vous avez rattrapé Oppo, vous êtes plus ou moins à égalité aujourd'hui avec 10% de part de marché. Oui, tout à fait. Et cela en étant principalement présent en Asie. Vous nous disiez ça, on s'était rencontrés il y a quelques mois déjà. Aujourd'hui, vous ouvrez de nouveaux marchés, un peu plus tard qu'Oppo et Xiaomi. Mais comment est-ce que vous pouvez espérer gagner encore plus de parts de marché? Il me semble que vous essayez de doubler votre présence en Europe d'ici la fin 2022. Pour être clair, alors, on est, en effet, vous l'avez dit, c'est pour la première fois. Hein. Nous, on est dans le top 5 au niveau mondial. C'est vrai que pour la première fois, suivant Canalys, on est passé numéro 4 dans le monde. On est numéro 1 en Asie, on est numéro 1 en Chine, sur notre marché domestique. Mais, je veux dire, en Europe, on en est vraiment au tout début. On en est aux prémices. Donc, bien sûr, pour Vivo, maintenant, le continent européen
et le marché stratégique. Avec la France, d'ailleurs, on a de la chance comme pays prioritaire. Mais on a tout à faire encore. Un Français sur 4 qui nous connaît, mine de rien, voilà. Donc il y a beaucoup de choses. Il va falloir qu'on se renforce, qu'on renforce encore nos partenariats. Je vous dis, on a eu 1 an là, on a lancé la marque. Il y a eu plusieurs temps. Donc il y a eu ce temps euro qui a été l'élément déclencheur pour la notoriété. Mais avant, on a posé les fondations. Donc ça veut dire quoi poser les fondations ? On a recruté une équipe de 30 personnes. Ouais, parce que vous, ça fait 2 ans que vous y êtes. Moi, ça fait pratiquement 2 ans. Ouais. Ça fait pratiquement 2 ans. Pendant 1 an, il y avait cette préparation. Exactement, voilà. Alors après, on a décalé un peu le lancement suite aux conditions sanitaires, confinement et co. Mais on a recruté donc du coup une 30aine de personnes, de Samsung, de Huawei, de Honor, de Nokia, donc des experts du marché. On a tissé des partenariats forts. Aujourd'hui, on est distribué chez une 20aine de partenaires, l'ensemble des opérateurs, l'ensemble des distributeurs. On est dans 2500 magasins. Et bien sûr, la 3e fondation, c'était proposer des produits compétitifs, innovants, qui apportent de l'innovation utile et qui font du sens pour les consommateurs et bien sûr qui savent les séduire. Justement, si on peut avancer là-dessus, parce qu'on parle beaucoup de stratégie et peu de produits, finalement, là, vous investissez beaucoup pour une marque qui n'est pas connue, mais à un moment donné, il va y avoir la sanction du produit. Il va falloir que vos produits plaisent. Tout à fait. Et du coup, par rapport à une marque comme Xiaomi ou Oppo, qui est, maintenant Xiaomi est très bien installé, Oppo a, mine de rien, bien bourlingué depuis qu'ils sont arrivés. Ouais. Donc vous, qu'est-ce qui vous différencie par rapport à ces marques-là ? Qu'est-ce qui fait la différence ? Parce que moi, consommateur, pourquoi je vais choisir un Vivo plutôt qu'un Xiaomi ou un Oppo, pour ne pas parler des grandes marques qui sont bien installées ? C'est une bonne question. Alors déjà, je me permets un point. Déjà, on est connu, et c'est la réputation qu'on a en Asie, c'est l'innovation utile, qui fait du sens pour les consommateurs. Mais tout le monde fait ça, non ? Oui, alors, tout le monde fait ça, oui. En l'occurrence, nous, on s'attelle, on écoute les consommateurs finaux. Ce que je veux vous dire, c'est que par exemple, si on se parle de lecteur d'empreinte dans l'écran, qui aujourd'hui a été adopté par l'ensemble des concurrents, c'est Vivo qui l'a développé. Si on se parle de puce Hi-Fi dans un smartphone, c'est Vivo qui l'a développé. Si on se parle de caméra pop-up, pour bénéficier d'une expérience immersive quand vous regardez Netflix ou un film, c'est Vivo qui l'a développé. Donc ça, c'est des vraies innovations qui font du sens. Et en l'occurrence, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui en Asie, on a cette réputation de marque hyper sérieuse, avec des produits fiables et qui fait de l'innovation utile. Et maintenant, dans le cadre du lancement européen, toujours pour continuer dans cette innovation utile qui fait du sens, on a interrogé environ 10 000 personnes, 10 000 consommateurs finaux, avant d'arriver en Europe. Et ce qui s'est dégagé de ces études, c'est qu'ils attendent vraiment une vraie expérience photo sur le téléphone. Alors vous avez raison, tout le monde clame, voilà, j'ai une super expérience photo. Nous, on essaie vraiment de le décliner très concrètement. Donc ça veut dire quoi ? Déjà, on inscrit cette expérience photo dans notre promesse, dans notre signature de marque. On a une signature de marque qui est Perfect Shot, cliché parfait. Et en fait, comment ça se décline ? Ça se décline sur chacune de nos marques, alors sur chacune de nos séries. Pour en revenir très concrètement, je vais vous donner 2 exemples. Sur la série X, donc qui s'adresse à des professionnels de la photo, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait ? On a développé un appareil photo, donc co-développé avec Zeiss, qui est le numéro 1 de l'optique, et on l'intègre sur notre série X. En plus de ça, on y ajoute un gimbal. C'est un stabilisateur, ça vient du monde du cinéma. C'est des stabilisateurs professionnels qui permettent de faire des vidéos ultra stables, de faire des photos ultra nettes, et même de nuit, quand on met du temps à capter la lumière, on bouge. Et donc généralement, les photos sont floues. Ce gimbal vient compenser ça. Donc vraiment, on est sur... Ok, je m'adresse à des personnes qui veulent réaliser des photos professionnelles. Je leur mets des attributs pour réaliser ces photos professionnelles. Et le deuxième exemple, c'est la série V, qui est notre série milieu de gamme, où là, on s'adresse aux jeunes digitalisés. Et donc, par rapport à ça, les jeunes digitalisés, aujourd'hui, ils sont sur les réseaux sociaux, et le cliché parfait, pour eux, c'est le selfie. Et donc, on va répondre à cette demande en leur offrant une expérience unique au niveau de la série V. Et donc, par exemple, on a lancé là le V21, qui vaut environ dans les 400 €. Et on a apposé, donc on a mis une caméra frontale de 44 mégapixels, un stabilisateur optique et des lumières flash pour que ces jeunes puissent se prendre en selfie de nuit. Sur le partenariat avec Zeiss que vous avez mentionné,
On a un peu l'impression que chaque fabricant aujourd'hui a besoin d'un partenariat un peu comme ça pour travailler sur la photo. C'est un peu le truc des smartphones, comme vous avez dit. Tout le monde veut être avoir un peu le meilleur appareil photo. Est-ce que ces partenariats, concrètement, est-ce que ça sert à quelque chose ou est-ce que c'est une manière de se donner de la crédibilité? Est-ce qu'on pourrait pas développer ces choses en interne, par exemple? Et surtout, si je vais rebondir, quand on voit les exemples type Google, où finalement on voit que c'est le traitement logiciel qui souvent fait la différence, et que finalement avoir une très bonne optique, ça tout le monde finalement arrive à l'avoir, et c'est le traitement logiciel qui fait la différence. C'est une très bonne question, et c'est une bonne remarque, et c'est justement, pour vous répondre, tout ce qu'on fait chez Vivo, on le fait toujours avec une vision long terme. On n'est pas des opportunistes. Et en fait, ce partenariat avec Zeiss, c'est un partenariat de 5 ans. On a une R&D commune, on va vraiment un programme de R&D commun, on va développer bien sûr les optiques, mais aussi les modules photo pour un traitement logiciel optimisé. Et c'est ça qui est super important, c'est 5 ans de partenariat, donc c'est pas du tout un message marketing. L'idée, c'est pas de poser un logo sur un capteur, c'est vraiment de concevoir et développer les meilleures optiques et la meilleure expérience photo sur notre série X, et bien sûr, on profite de cette expérience sur l'ensemble de nos appareils parce qu'on apprend aussi et on développe une expérience photo optimisée. J'ai cru dire que vous développiez, alors là pour le coup en interne, votre propre puce d'imagerie V1 qui s'appellerait V1. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Et deuxième question liée à cela, est-ce que la R&D du coup... est-ce que par rapport à ça, vous pourriez développer plus de choses en interne et moins avec des partenariats des choses comme ça? C'est un mix des deux. Hein. Bien sûr, encore une fois, on est toujours tourné sur l'innovation. Sur cette puce V1, je ne peux pas vous donner trop de détails. Après, ce qui est sûr, c'est que ça va apporter aussi une vraie plus-value sur tout ce qui est photo, traitement de l'image, etc. Bien sûr. Après, voilà, on a besoin aussi... de se faire connaître, on a besoin de légitimité, mais encore une fois, une légitimité avec un but et des avantages concrets pour le consommateur final, parce que tout part des consommateurs finaux. Et donc, voilà, quand on a fait nos études et qu'on s'est dit, OK, les consommateurs finaux en Europe, vraiment la photo, c'est ce qui est le plus important, comment on fait pour se légitimer, comment on fait pour leur apporter la meilleure expérience, et donc on s'associe avec le numéro 1 de l'optique. Du coup, on a bien compris que la photo, c'était l'élément que vous cherchiez pour vous différencier. Il y a aussi le form factor qui est un élément important de différenciation. Beaucoup de vos concurrents ont lancé des smartphones pliants ou pliables, c'est selon. Est-ce que c'est un créneau sur lequel vous comptez aller? Alors, on travaille globalement en tant que pionnier de l'innovation. Hein, on travaille sur l'ensemble des technologies. Le jour où on se dira vraiment que le pliable, ça fait vraiment du sens pour un large public, avec un usage pareil, optimisé, bien sûr, on le lancera. Aujourd'hui, on est encore dans ce travail préparatoire. Il y avait quelques rumeurs d'un téléphone pliable Vivo d'ici la fin de l'année. Aujourd'hui, c'est pas possible. Alors, sur le marché européen, en l'occurrence, sur la fin d'année, on y est. Donc, non, je vous confirme qu'il n'y aura pas encore de pliable. Et du coup, par rapport à toute cette mécanique que vous êtes en train de mettre en place, est-ce que finalement la crise actuelle qui impacte tous les fabricants, avec les puces électroniques notamment qui sont impactées, est-ce que ça ne va pas avoir une incidence sur... ça ne va pas être le grain de sable qui fait que la dynamique, le Vivo va un peu ralentir? Comment est-ce que vous faites face à cette crise et comment vous y répondez? Alors, je dois vous avouer que justement, maintenant qu'on a posé les fondations, qu'on a pu, avec l'euro, générer cette notoriété de marque, montrer notre capacité à vraiment accélérer nos ventes aux consommateurs finaux, etc. Bien sûr, on doit continuer à se développer. Et là, nos carnets de commandes sont absolument pleins. Et Vivo France, je vais parler de Vivo France, parce que bien sûr, tout le monde est impacté par cette pénurie de composants. Mais Vivo France, aujourd'hui, la France est un marché stratégique, bien sûr. Et... aujourd'hui, il y a vraiment une vraie volonté de Vivo d'accompagner le développement de la marque en France. Et donc, ce carnet de commandes qui est plein pour ces ventes de fin d'année, on va l'honorer. On va l'honorer et donc, justement, nous, ça va nous permettre d'accélérer. Donc ça, c'est un point qui est fondamental. Compte tenu de notre capacité de production mondiale et compte tenu aujourd'hui, on vient d'arriver sur le marché français, voilà, ça fait 1 an, la demande
on est tout à fait en capacité de l'honorer. Et bien sûr, pour nous, il y a 3 raisons par rapport au fait que les carnets de commandes sont pleins. La première, c'est que le développement naturel de la marque, voilà, je le disais, on a posé des fondations, la notoriété, etc., qui commence à se faire. Le deuxième point, c'est qu'on arrive dans la période de Black Friday, des ventes de Noël, et bien sûr, c'est propice aux ventes pour les consommateurs finaux. Et le troisième point, et ça, on ne va pas se cacher, on sert aussi de produits de substitution par rapport à certains de nos concurrents qui ne sont pas en mesure d'honorer la demande. Vous nous disiez il y a quelques mois qu'en Europe, vous restiez concentré vraiment sur le smartphone, juste ça. Ouais. Est-ce que ça a changé depuis? Est-ce que vous avez d'autres projets quand on voit que votre concurrence a beaucoup de projets au-delà des smartphones aussi? Le smartphone est toujours au cœur de notre stratégie. Encore une fois, pour monter une marque de smartphone sur le marché européen, ça prend du temps. Et ça fait 1 an, mais on est qu'au début du chemin. Donc on est là sur le long terme. On est là pour bien faire les choses. On ne prend pas de raccourcis. On coche les cases étape après étape. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on est vraiment concentré sur le développement des smartphones. C'est le cœur de notre stratégie. Le jour où on aura la maturité suffisante, la notoriété suffisante en termes de marque de smartphone, bien sûr, on lancera tous les produits de l'écosystème. Aujourd'hui, on a quand même des écouteurs sans fil, bien sûr, pour accompagner ces ventes de smartphones. Mais c'est la stratégie première, c'est smartphone à fond. Ouais. Pas de voiture Vivo dans les mois à venir, alors. Dans les mois à venir, non. Alors, pour finir, nos voisins de bureau de ZDNet avaient une question pour vous. Quand on regarde la gamme de smartphones désormais proposée par Vivo, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de smartphones 5G. Ma question est la suivante, est-ce que justement vous avez développé pour les smartphones Vivo des applications, des fonctionnalités particulières qui utilisent la 5G? Alors aujourd'hui, nous, bien sûr, en tant que pionnier de l'innovation, on souhaite prendre toute notre part dans la démocratisation de la 5G. On propose aujourd'hui une gamme 5G qui va globalement de juste un peu plus de 200 € jusqu'à 800 €. On va couvrir tous les segments avec la 5G. C'est notre priorité de participer à cette démocratisation. En termes de... on va accompagner les opérateurs, les distributeurs dans ce message 5G. Aujourd'hui, globalement, sur le mois de septembre, c'est les dernières informations qu'on a de GfK, c'est 40%. La 5G représente 40% du marché. Et on sait bien qu'avec la décroissance des prix, le fait qu'on soit maintenant, on puisse trouver la 5G à 200 €, ça va continuer à s'accélérer. Entendu. Merci beaucoup Jean-Philippe. Et merci à vous. Merci Marco. Merci. Au revoir. Carl.